spectacle peu réjouissant d'un homme qui, le soir d'une élection européenne, a décidé seul de dissoudre l'Assemblée nationale. D'un homme qui, pendant tout l'été, a décidé seul de reporter pendant plus de 50 jours la nomination d'un Premier ministre. Et pardonnez-moi, et avec beaucoup de respect, mes chers collègues, mais d'un homme qui a décidé de nommer un Premier ministre qui n'était pas dans le camp de ceux qui avaient gagné ces élections législatives. Et à partir de là, et de ce que j'oserais appeler ici, dans une instance républicaine, un péché originel démocratique, eh bien, comme l'a dit Jean-Louis Debré ce matin même, la censure, aujourd'hui comme en 1962, devenait inévitable et il ne demeurait plus finalement qu'à savoir quel jour, quelle heure celle-ci arriverait. Ce sera très certainement ce soir. Israël prendra le contrôle de toute la bande de Gaza. Ces mots, ce sont ceux du Premier ministre d'extrême droite israélien Benyamin Netanyahou. Ce n'est plus une menace, c'est une promesse, celle d'une domination totale par la force, par la terreur, par la destruction. Ce week-end encore, plus de 100 morts, des familles pulvérisées, des enfants ensevelis sous les gravats. Gaza était une prison à ciel ouvert, Gaza est désormais un cimetière à ciel ouvert. Depuis le début de la guerre, plus de 64 000 Gazaouis ont été tués selon la revue The Lancet. La famine s'installe, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de soins. Depuis le 2 mai, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire. Et l'ONU alerte. Si l'aide n'est pas acheminée dans les 48 heures, 14 000 nourrissons pourraient mourir. Soyons clairs, ce n'est pas une guerre, c'est un siège. Et tout cela est désormais documenté par les institutions internationales. En janvier 2024, la Cour internationale de justice a exigé des mesures urgentes pour prévenir un génocide. Ce sont ses mots. En mars, l'ONU a affirmé que ce seuil a été franchi. En juin, une commission d'enquête de l'ONU a conclu à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Et en novembre, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Face à cela, que fait la France? Que fait l'Europe? Le président de la République a exprimé sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Mais que vaudra la reconnaissance de la Palestine s'il n'y a plus un seul Palestinien en vie? Que sera la Palestine si Benyamin Netanyahou parvient à ses fins? De quoi s'agira-t-il? D'un drapeau planté sur un charnier? Les mots ne suffisent plus, il faut des actes. Combien d'images insoutenables d'enfants déchiquetés et de femmes ensevelies avant que la France ne prenne ses responsabilités? Monsieur le ministre, que fait la France pour mettre Benyamin Netanyahou hors d'état de nuire? Pour vous répondre, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'Outre-mer. Vous vous êtes récemment rendu en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et je vous en remercie. Un certain nombre d'annonces ont été faites sur les urgences et la reconstruction, des annonces que chacun prendra le soin d'apprécier à sa juste valeur. Le préalable de la reconstruction est de poser des bases solides. Face à cette situation d'urgence économique, sociale et politique, l'État français doit d'abord accepter d'avoir un regard décomplexé sur son histoire coloniale. Et ensemble, donnons-nous une chance d'une décolonisation réussie. Les crises de nos pays sont souvent cycliques et les aspirations de nos peuples à la pleine souveraineté sont indéniables. La véritable reconstruction ne pourra avoir lieu qu'une fois que la question du fait colonial sera assumée et profondément traitée. L'histoire du 13 mai en Kanaki, comme toutes les histoires des territoires dits d'outre-mer, interpelle de nouveau l'État. Encore en 2024, l'attitude coloniale française persiste. Criminalisation des militants, répression, économie sous perfusion. Monsieur le ministre, ma question est simple, mais déterminante pour la suite à venir. Est-ce que la Kanaki Nouvelle-Calédonie s'inscrit toujours dans le cadre de décolonisation posé par l'accord de Nouméa? Vous allez vous adresser aux Français avec un budget un peu en catimini, monsieur le Premier ministre. Vous consultez. Mais je vous le dis, la France, ce n'est pas une démocratie consultative, monsieur le Premier ministre. La démocratie, c'est 1, le vote des Français, 2, la représentation nationale, 3, la République sociale. Et les 3 sont contournés. Les ultra-riches. Vous parlez sans cesse, monsieur le Premier ministre, d'un effort partagé. Mais le peuple, lui, partage déjà la hausse des prix, la TVA sociale,
les services publics qui ferment, les territoires qu'on abandonne. Un effort demandé aux ultra-riches, c'est une volonté populaire majoritaire. Cela devrait faire l'unanimité au Parlement. Monsieur le Premier ministre, qui dirige la France? Ceux qui ont perdu les élections? Et c'est bien le sens du raté d'ailleurs sur les retraites. Permettez-moi encore, qui dirige la France? Donald Trump ou les profiteurs de l'économie de guerre? Une nouvelle dépense militaire portée à 3,5% du produit intérieur brut. Conclure. Parce que le président des États-Unis et le chef de l'OTAN l'exigent, vous cherchez 40 milliards, il y a déjà 100 milliards d'orientés vers l'économie de guerre. Merci. Mes collègues, moi-même, appelons à élargir et à poursuivre les mouvements de solidarité pour briser le siège de Gaza, intensifier l'isolement de l'État israélien. Monsieur le ministre, face à cette horreur, que fait la France? Quand les otages français, dont une députée de la République, seront-ils libérés? Pourquoi le gouvernement français, alors que la justice ne peut pas le faire, n'a-t-elle pas exclu les exposants militaires israéliens du prochain salon du Bourget? Les bavardages, monsieur le ministre, doivent laisser place à une action ferme et résolue. La France doit porter une voix forte pour briser le siège de Gaza et mettre fin à ce génocide. Nous ne pouvons plus détourner les yeux, monsieur le ministre. L'histoire jugera les nations complices par leur silence ou leur inaction. Des chiffres qui parlent, Madame la Ministre. Quand 735 personnes sont mortes à la rue en 2023, les niches fiscales relatives au secteur du logement ont coûté près de 11 milliards aux finances publiques en 12 ans, de quoi financer 70 000 logements sociaux. Alors, Madame la Ministre, avec mon groupe, je vous propose de réarmer la politique du logement qui donne la priorité à l'humain avant que plus aucun adulte ou enfant ne dorme à la rue dans la 7e puissance mondiale. Merci. Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, alors que les réquisitions du procès des viols de Mazan résonnent actuellement dans le tribunal judiciaire d'Avignon, voilà quelques semaines que le monde entier regarde Gisèle Pelicot avec admiration et les atrocités dont elle a été victime avec horreur. Pourtant, toutes les femmes le savent. Si ici, l'ampleur des viols est sans précédent, le geste, lui, est commun. Nous ne sommes pas face à un fait divers, mais face à un fait de société. En 2023, près de 3 millions de femmes ont été victimes de violences sexuelles. Et pourtant, seulement 6% de ces victimes ont porté plainte. À La Réunion, 15% des femmes sont victimes de violences conjugales. La Réunion est au 2e rang des régions les plus touchées par les violences sexuelles. Alors, la grande cause du quinquennat, du président Macron, qu'en est-il? Tria, je reviens, vous avez, j'espère que j'ai les bonnes notes sur votre discours. En principe, je les ai trouvées. J'arrive. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour François Patriat. Je ne veux pas brûler les déclarations qui ont été les siennes. Le président Patriat a dit qu'il était important. A été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a 18 ans. Depuis, c'est la loi Kasbarian qui prime et on expulse sans relogement pour 51% des ménages reconnus DALO. 18 650 ménages ne sont ainsi pas relogés dans les délais réglementaires. Madame la ministre, si les locataires ont des devoirs, l'État a aussi les siens. Le droit au logement n'est pas appliqué aujourd'hui en France. En 2023, c'est d'ailleurs la première fois que l'accès au logement des ménages DALO chutait, représentant seulement 4,81% des attributions annuelles. Alors, ma question est simple, quand l'État respectera-t-il la loi? Je vous remercie. Les principales dispositions retenues dans ce texte consistent à considérer que la planche de salut de notre agriculture
résiderait dans une recherche de compétitivité à tout prix, permettant une intensification de la productivité en s'affranchissant d'un certain nombre de contraintes réglementaires et même de préconisations scientifiques. Ceci a pour effet d'alimenter une dualité entre la société et les agriculteurs. Certes, les excès de paperasserie et les lourdeurs administratives exaspèrent les agriculteurs et on peut comprendre leur agacement. Il convient donc de lever ces lourdeurs, mais en aucun cas, ceci ne doit servir de prétexte pour en rabattre sur un certain nombre de prescriptions. Sachons toujours nous rappeler que les labellisations et autres AOP obéissent aussi à des normes et celles-ci nous sont bien utiles pour valoriser les productions de nos territoires. Les énergies renouvelables, la construction, les équipements industriels, partout où l'on veut produire, transformer, bâtir, le métal est là. Monsieur le ministre, sans compter les victimes collatérales, comme les travailleurs de la centrale d'Ecassis à Dunkerque, il y a 15 000 salariés en France qui s'inquiètent pour leur avenir et de l'horizon de la taxation de l'acier carboné en 2030. D'où ma question. Afin de garantir la pérennité des emplois et des savoir-faire, que comptez-vous faire pour contraindre ArcelorMittal à engager la décarbonation des sites, quitte à faire évoluer la législation pour contraindre au remboursement des aides publiques perçues par le groupe? Monsieur le ministre, mon groupe a toujours condamné sans hésitation l'agression odieuse de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, la violation du droit international perpétrée par la Russie et les crimes de guerre commis par son armée. Nous appelons à une paix juste, garantissant la sécurité du pays agressé et écartant toute capitulation. Depuis lundi, sous la pression d'un Trump pressé de mettre fin à ce conflit pour faire des affaires librement, des négociations ont commencé. Nous regrettons comme beaucoup que l'Europe subisse le tempo du président américain et n'ait pas été à l'initiative. Nous sommes à un tournant face à cet axe qui se met en place entre Trump et Poutine. Comment y répondre? En accumulant les armes toujours plus, encore et encore? En suivant Mme von der Leyen qui affirme que le temps est venu d'assurer la paix par la force? Qui peut croire que les peuples ont à gagner dans cette course folle aux armements? Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, en quoi le plan d'économie de guerre de 800 milliards d'euros présenté par Mme von der Leyen représente un gage de paix pour l'avenir? Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué, surjouant les menaces et les peurs, qu'il faudra des réformes, des choix, du courage. Quels sacrifices entendez-vous demander aux Français? Quelle coupe budgétaire envisagez-vous? Confirmez-vous, par exemple, que la remise en cause de la retraite à 64 ans, dans ce contexte, ne sera plus à l'ordre du jour? Pour nous, il y a urgence à indexer les salaires sur l'inflation, car l'indexation des salaires sur l'inflation garantit les revenus des travailleurs face à la hausse des prix. Ce mécanisme d'échelle mobile des salaires protecteur et efficace a déjà existé en France en 1952 et a été abandonné en 1983 au moment du tournant de la rigueur. La suppression de l'échelle mobile des salaires a eu des conséquences désastreuses pour l'économie française. De 83 à 89, la part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté de 10 points. L'indexation des salaires sur l'inflation permet au contraire de rehausser la part des salaires dans la valeur ajoutée et de donner de la visibilité aux ménages pour se projeter. Et moi, je veux bien qu'on parle d'équilibre, mais je crois que la volonté du gouvernement, c'est de réduire la part des dépenses de retraite dans le PIB. Et d'ailleurs, c'est résumé en 2 lignes dans le rapport de la Cour des comptes en page 45, 13 centimes en 2045 par euro produit pour les retraites contre 14 centimes aujourd'hui. Ce sont ces menaces d'ailleurs qui incitent les retraités à manifester demain de partout dans le pays et je tiens à saluer leur mobilisation, la mobilisation des professions et notamment des professions portuaires dans mon département qui ces dernières semaines sont mobilisées pour faire reconnaître la pénibilité de leur métier mais aussi l'exposition face au risque de l'amiante, car ce sont ces 2 années volées qu'ils ne veulent pas perdre. Vous l'aurez compris, pour nous, 64 ans, c'est toujours non. Merci. En ce temps
Pendant ce temps, les 40 plus grosses entreprises françaises se gavent et distribuent un niveau record de dividendes à leurs actionnaires, toute honte bue. Pendant ce temps, nous sommes toujours dans cette même logique de versement d'aide publique aux entreprises, 200 milliards d'euros par an, sans réel contrôle de leur utilisation. Pendant ce temps, vous poursuivez cette politique de l'offre dont l'échec est pourtant manifeste. Madame la ministre, tout appelle à un changement de cap et ma question est donc simple. Que comptez-vous faire pour inverser cette tendance mortifère et enfin redonner de l'espoir aux Françaises et aux Français? Je vous remercie. Je sens venir un vent mauvais qui traverse l'Atlantique et pour lequel aujourd'hui l'argumentaire politique n'a plus de valeur. Et ce qui compte, c'est la force brute qui s'impose à vous. Je suis triste pour notre démocratie. Vive la République quand même. Il n'y a pas davantage de majorité au Parlement, comme l'a montré le vote intervenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe GDR. C'est votre acharnement à refuser toute autre piste de financement durable de notre système de retraite par répartition, j'y insiste, qui provoque la crise politique et les blocages institutionnels que nous connaissons aujourd'hui. Vous vous grandiriez et vous apaiseriez notre pays en proposant que le débat se réouvre sur cette réforme rejetée massivement dans notre pays. Nous vous le demandons de nouveau et nous ne lâcherons pas sur ce sujet. Les Français nous le demandent, soyez au rendez-vous. Les ministres, mes chers collègues, je le dis d'emblée, avec mes collègues du groupe CRCE-K, nous voterons contre ce projet de loi de finances. Contre, parce qu'il est la version empire du projet de loi de finances du gouvernement Barnier. Gouvernement minoritaire, battu dans les urnes et censuré il y a quelques semaines. Contre, parce que nous aurions dû débattre d'un nouveau budget, d'un budget en phase avec les besoins de changement exprimés par les Français. Au lieu de cela, c'est l'injustice fiscale et sociale qui prime à la suite d'un triple coup de force. Tout d'abord, un coup de force démocratique qui maltraite nos institutions. Cela commence par une reprise du texte directement au Sénat, là où il s'est arrêté, comme si l'Assemblée nationale ne tenait qu'un rôle facultatif dans la navette parlementaire. Le bicamérisme est-il toujours d'actualité ? La question, puisque la Cour des comptes pointe l'utilisation, vous venez d'y répondre, et la question des schémas d'optimisation, donc j'ai cité là des articles du Monde, de d'autres confrères, et les OpenLux, est-ce que ces chiffres ou pas sont avérés ou vous pouvez les contredire en disant que c'est faux? Et partagez-vous ou pas l'interrogation de la Cour des comptes, est-ce que l'on peut bénéficier d'aides publiques lorsque on organise ou pas des schémas d'optimisation, voire d'évasion fiscale? Je voudrais m'élever totalement contre ce qui a été dit et reproduit dans un certain nombre de journaux, et je ne mets pas du tout en cause le vôtre cette fois-ci. Hein. Mais ça a été... Bon. Bon, non. Mais si vous voulez... Mais justement, vous en avez le droit, parce que je viens de citer... mon point de vue. Notre groupe est présent dans de nombreux pays. Alors, faut-il, pour ne pas être accusé de faire de l'optimisation fiscale, fermer nos boutiques au Panama? Faut-il ne plus avoir de filiales au Luxembourg, où nous avons d'ailleurs un certain nombre de boutiques, et à chaque fois nous avons des filiales pour les manager. Et moi je constate une chose, si vous voulez, c'est que notre groupe est probablement, parmi tous ceux du CAC 40 que vous avez interrogés, le plus patriote. Nous sommes d'ailleurs celui qui est payant de loin le plus d'impôts en France.